Bonjour. Dans le cadre de ce chapitre, nous allons nous attaquer à la question des crises financières et de la régulation du système financier. Il s'agit en gros d'expliquer pourquoi les systèmes financiers suscitent des comportements qui vont aboutir sur des crises financières, le fait que la prise de risque se diffuse dans l'ensemble du système financier et donc qu'elle ne touche pas simplement à un nombre réduit d'acteurs, mais qu'elle va toucher l'ensemble du système financier lorsqu'une crise éclate, que cette crise va ensuite se diffuser à ce qu'on appelle l'économie réelle, c'est-à-dire la production de biens et de services dans le sens plus classique que l'on connaît, et comment est-ce que, par conséquent, les pouvoirs publics peuvent intervenir pour prévenir les crises financières plutôt que d'intervenir a posteriori et d'essayer simplement de réparer les dégâts plus ou moins maladroitement. En guise d'accroche, dans le cadre d'un travail sur ce chapitre, vous pouvez utiliser cette citation de François Hollande prononcée dans le cadre de sa campagne présidentielle de 2012. Mon adversaire, c'est le monde de la finance. Cette citation reflète bien la méfiance que l'on pouvait ressentir à l'époque, alors que la France était encore en plein milieu d'une crise économique provoquée par la crise des subprimes de 2007. Vous pouvez aussi évoquer le fait qu'en 2019, juste avant que la crise sanitaire éclate, de nombreux économistes et commentateurs économiques craignaient l'explosion d'une nouvelle crise financière et que finalement ces craintes d'ailleurs n'ont pas totalement disparu mais sont simplement reportées. Le système financier est aujourd'hui d'autant plus important et d'autant plus susceptible de provoquer une crise économique qu'il occupe de fait une taille importante et notamment s'est beaucoup développé, alors de façon large depuis la seconde moitié du XXe siècle, mais de façon un peu plus précise, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, depuis les années 1990. Alors, ce graphique représente en gros l'évolution de la taille de la finance, des activités financières, rapportées au PIB en valeur. Donc, à quel point est-ce que finalement les transactions financières sont importantes, quel montant elles représentent par rapport au PIB en valeur. Donc, on voit ici que en 1990, les transactions financières représentaient environ 300% du PIB en valeur. Donc ça veut dire qu'elles étaient environ 3 fois plus importantes en termes de montant. Et si on se rapporte ici pour 2018, on est monté jusqu'à 500% du PIB en valeur, donc un système financier 5 fois plus important que le PIB. Alors, vous allez peut-être être interpellé par ce que je viens de dire, vous dire mais comment est-ce qu'on peut avoir un système financier qui est plus important que le PIB? Alors ça tient essentiellement à la façon dont on calcule le PIB et à la façon dont on calcule la taille du système financier, parce que globalement, pour calculer la taille du système financier, on va compter toutes les transactions financières. Enfin, là, elles sont définies un peu plus précisément dans le cadre de ce document. En fonction des transactions financières que vous retenez ou pas, vous allez obtenir des chiffres différents, mais globalement, on va compter les transactions financières, alors que dans le cadre du calcul du PIB, je vous rappelle, on se fonde sur le calcul de la valeur ajoutée, donc on enlève à chaque fois tout ce qui est considéré comme des consommations intermédiaires, des activités qui ont été détruites ou transformées dans le cadre de l'activité de production, qui ne sont pas réutilisables, et par conséquent, c'est pour ça qu'on a ce chiffre du PIB qui est plus faible, parce qu'on a enlevé des choses en fait en calculant le PIB par rapport au calcul de la taille de la finance, où on contente d'additionner les transactions financières. Donc, évidemment, en fonction de la méthode que vous retenez pour calculer la taille de la finance, vous allez obtenir des chiffres différents, mais, et c'est ce qui nous intéresse ici, vous allez quand même avoir la même dynamique d'augmentation de la taille de la finance, notamment depuis la fin des années 80 et les années 90. C'est ce qu'on appelle la globalisation financière. Juste pour vous donner comme ça quelques chiffres pour vous montrer l'importance de la taille de la finance, on estime que aujourd'hui les transactions sur le marché d'échange représentent environ 6 600 milliards de dollars par jour.
Alors, à nouveau, hein, cette transaction, il y a beaucoup de choses qui s'annulent. Hein. Vous achetez des devises dans un sens, vous achetez des euros avec des dollars, puis vous revendez des dollars avec des euros, et votre profit en réalité est très faible. Mais il y a plein de transactions par jour faites par plein de personnes, donc globalement, on obtient ce chiffre. Et un chiffre qui a été multiplié par 7 entre 1992 et 2019, ce qui montre bien à nouveau la dynamique que j'évoquais. Et selon les estimations les plus hautes, estiment que les transactions financières pourraient représenter 100 fois le montant du PIB mondial. Comme je l'ai dit, ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de prudence et globalement, à part les utiliser dans l'introduction pour essayer de démontrer l'importance du système financier et de claquer un petit peu en disant regardez à quel point c'est important le système financier aujourd'hui. En réalité, il faut les prendre avec beaucoup de prudence et ne pas fonder tout son raisonnement là-dessus. Mais ils permettent clairement de démontrer cette dynamique de globalisation financière. Si on devait définir la globalisation financière, on pourrait dire qu'il s'agit de la constitution d'un vaste marché financier mondial où les capitaux peuvent circuler librement. Je répète, la globalisation financière désigne la création d'un vaste marché financier mondial où les capitaux peuvent circuler librement. On considère généralement que ce processus de globalisation financière repose sur trois processus qu'on appelle les 3D, vous allez comprendre pourquoi on les appelle comme ça dans un instant, qui se sont développés justement dans les années 80 et 90. Le premier processus, c'est ce qu'on appelle la désintermédiation. Alors, si vous vous rappelez le chapitre de première sur la finance, on a le financement intermédiaire, qui en gros passent par les banques, qui sont des intermédiaires entre des agents avec des capacités de financement et des agents avec des besoins de financement. Et à côté de ce financement intermédiaire, on a le financement direct, qui lui se fait directement sur les marchés financiers sans qu'il y ait nécessairement besoin d'intermédiaires. Alors en réalité c'est un peu plus compliqué, vous avez des intermédiaires, mais en tout cas ils ne fonctionnent pas comme fonctionnent les banques de façon classique. Et donc, on a vu que justement, ce financement direct par les marchés financiers avait pris de plus en plus de place. On a ensuite un processus de décloisonnement. Donc là, ça signifie que justement, les différents marchés financiers, par exemple les différents marchés financiers nationaux, se sont progressivement décloisonnés et que les capitaux peuvent circuler librement, de plus en plus librement, d'un marché à un autre. Qu'il y a de moins en moins de freins et de barrières à la circulation des capitaux. Enfin, troisième processus, le processus de déréglementation. Là, je pense que c'est assez simple, il s'agit simplement de baisser toutes les règles qui encadraient les activités financières, afin de laisser plus de liberté aux acteurs financiers. Alors, ces trois processus ne sont pas des processus successifs, c'est pas des intermédiations, puis des cloisonnements, puis des réglementations. Globalement, ce sont trois processus qui se sont déroulés en même temps, de façon parallèle, et qui se sont d'ailleurs entretenus les uns les autres. La déréglementation a permis l'émergence de nouveaux acteurs financiers, ce qui a favorisé l'essor du financement des intermédiaires, et le processus de décloisonnement a aussi du coup permis de favoriser cet essor, puisque par conséquent, au lieu de rester dans le cadre d'un marché financier précis, avec du coup juste les acteurs qui ont des capacités de financement et les acteurs ont besoin de financement sur ce marché, on pouvait prendre les capacités de financement d'un marché pour les apporter aux besoins de financement d'un autre marché. Globalement, si on regarde plutôt de façon positive ce processus de globalisation financière, on considère qu'il a permis une baisse du coût des activités financières, une augmentation de la productivité des activités financières et une meilleure allocation des ressources. Puisque, comme je viens de le dire, finalement, l'allocation entre les capacités de financement et les besoins de financement a pu se faire de façon plus libre et on considère du coup plus efficace.
Cependant, dans une perspective plus négative, on peut observer sur ce graphique une claire corrélation, une évolution parallèle de la mobilité du capital en rouge et des crises financières en bleu. Ce qui laisse clairement entendre qu'il existe un lien entre mobilité du capital et crise financière, et plutôt logiquement que la mobilité du capital favorise des crises financières importantes qui touchent de nombreux pays. Cela nous amène alors aux problématiques de ce chapitre. D'où viennent les crises financières? Comment deviennent-elles des crises économiques? Et comment peut-on réguler la finance pour limiter ces crises? C'est ce que nous allons voir dans le cadre de ce chapitre dans les vidéos suivantes. Bonne journée!